Philippe de Villiers, bonjour. Bonjour, monsieur Brunet. Philippe de Villiers, je m'adresse au sous-préfet démissionnaire de 81, celui qui s'était tiré en 81, créateur du parc d'attractions du Puy du Fou, entrepreneur. Est-ce que l'islamisation de la France est pour vous vraiment, sincèrement, le sujet numéro 1 quand on a des millions de chômeurs et quand on voit que l'État, le contribuable, est obligé d'emprunter tous les mois de l'argent pour payer ses fonctionnaires? L'urgence, elle est plutôt là, non? Moi, je pense qu'on est devant une faillite. Alors, on peut la prendre côté court ou côté jardin. Côté court, c'est l'identité qui s'en va, notre identité troublée, notre souveraineté, nos pouvoirs perdus. Et puis côté jardin, le problème du chômage. Vous savez, ce que les Français disent, là, qui nous écoutent, c'est le plus souvent la phrase suivante. On voit chez nous l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe et le porte-monnaie qui se vide. Donc ça rejoint ce que vous dites. Je dirais qu'il y a deux questions aujourd'hui que les hommes politiques n'abordent pas, ou si peu. La première question, c'est la question de la reconquête de la souveraineté, de nos pouvoirs perdus. Comment peut-on... Beaucoup en parlent de ça, de Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Mélenchon parle beaucoup de la question de la souveraineté, même Juppé en parle. Alors, au cours du débat de la primaire qui a eu lieu il y a quelques jours, la question n'a pas été abordée une seule fois. La question de la France par rapport à l'Europe n'a pas été abordée une seule fois. Donc la question de la souveraineté, elle est décisive parce que si on n'a plus comme pouvoir que le calendrier scolaire ou la retraite des anciens combattants, alors on va élire René Coty sans les chrysanthèmes. Vous voyez. Et deuxième question, la question de l'identité. Dans l'introduction de mon livre, je dis un pays peut perdre ses emplois. Un pays peut perdre ses paysages. Un pays peut perdre sa souveraineté. Il peut survivre. Confère la Pologne, la Hongrie, etc., sous la botte soviétique, qui ont gardé leur identité. Mais un pays qui perd son identité, c'est comme un homme qui perd le sens de l'orientation. Alors il est frappé d'Alzheimer. Et ce qui arrive en ce moment à la France est la chose suivante. Éric Brunet, c'est ça que je voudrais dire aux auditeurs. La France, dans son histoire, a connu bien des malheurs. Les invasions barbares, la guerre de 100 ans, l'occupation de 40. Elle s'est toujours relevée parce que elle a gardé de ces épreuves traversées une mémoire douloureuse mais victorieuse. Et là, pour la première fois, le fait migratoire, la réalité migratoire va faire perdre ça pour vous. C'est-à-dire que le fait démographique et l'arrivée d'une autre religion qui est l'islam va faire perdre la boussole à la France et son identité aux Français, c'est ça? C'est en train de se produire sous nos yeux. Nous sommes devant à la fois une conquête et une colonisation. Oui. Moi, je veux pas de poste. Je suis libre. Vous savez, ma joie, c'est le Puy du Fou. C'est cette aventure merveilleuse que j'ai créée il y a longtemps. Donc, ça suffit à la vie d'un homme. Donc, tout ce que je vais vous dire là, ça sort de mon cœur et parce que j'ai reçu des documents des services de renseignement et qui me permettent de faire des révélations. Alors, dans votre livre, il y a plusieurs choses. Il y a la conquête, la colonisation, la conquête démographique. Les islamistes, vous savez ce qu'ils disent dans un rapport des renseignements généraux? L'enfantement, c'est le djihad des femmes. Vous voyez. La conquête démographique, on est en plein dedans. Et derrière, la colonisation, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux du territoire français, Éric Brunet, où les Français se sentent dépossédés de leur territoire, de leur mémoire, de leur histoire, de leur culture, où ils longent les murs. Alors ça n'est pas possible. Mais ça, tout le monde a fait ce constat. Certaines villes de banlieues parisiennes ou d'autres banlieues ont une réalité démographique qui a considérablement changé en 10 ou en 15 ans. Mais la démographie, on peut agir dessus, c'est-à-dire déconcentrer des populations, induire davantage de mélange, tout ça, ça évolue, on peut changer. Il y a quelques millions de musulmans en France, j'ai envie de dire seulement sur une population de 66 millions. L'idée que ce problème soit arithmétique ne vous effraie
n'effleure pas, parce qu'au fond, on pourrait dire que dans quelques années, les choses vont être diluées et que cette immigration arabo-musulmane sera, ma foi, diluée dans l'équation nationale, comme d'autres ont été diluées jadis. Et puis regardez en Europe, il y a des pays européens qui sont des pays musulmans, qui ont eu un destin européen. La Bosnie, le Monténégro, je dis peut-être une bêtise sur le Monténégro, mais la Bosnie, etc. Ce sont des pays à la fois musulmans et diablement européens. D'accord. Donc vous êtes en train de me dire c'est pas un problème si l'Europe devient une république islamique. J'essaie de vous faire changer d'avis avant de prendre à l'exomile. Voilà. Alors donc je vais vous répondre par des faits. Oui. Je publie dans ce livre, je révèle un document qui est un document des Nations Unies, repris par l'Europe, repris par l'OCDE, repris par nos élites, à la botte des grandes firmes post-nationales. Ce document s'appelle la migration de remplacement. C'est-à-dire que nos élites ont entrepris, en appliquant les instructions de ce document, de remplacer la population européenne, qui est aujourd'hui dans un trou noir démographique. On voit bien ce qui se passe en Allemagne avec Merkel qui a appelé la population syrienne à son tour. Comment vous voulez me faire croire ça? Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des énarques quelque part qui ont dit tiens chouette, on va obéir à un document qui nous a été envoyé et on va remplacer tous les Européens d'Europe par des musulmans. Qu'est-ce qu'on a vu avec le problème des réfugiés? On a vu 1 million de personnes arriver en Europe. Et quand on écoute Boualem Sansal, il nous explique que les 3/4 de la population algérienne a moins de 30 ans. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, et il parle aussi de l'Afghanistan en préparation, c'est-à-dire qu'on va avoir dans les années qui viennent, sauf si on se protège, c'est-à-dire si on rétablit les frontières nationales, sinon on va avoir 2 vagues, une vague externe, une vague interne. La vague externe, celle que je viens de vous décrire, Algérie, Afghanistan, etc., et puis tous les réfugiés de la planète qui se donnent le mot en disant il n'y a pas de problème là-bas, on a toutes les allocations qu'on veut. Aller en France, c'est le pays merveilleux. Et puis, où est le complot? C'est ce que je comprends pas, Philippe. Où est le complot? Où est le complot? Pourquoi est-ce que des technocrates français et européens voudraient en secret faire en sorte que les misérables du monde sahélien, par exemple, qui sont musulmans, dites-vous, ou du Maghreb, viennent en France? Et pourquoi souhaiteraient-ils favoriser ça? C'est ça que je comprends pas. Il n'y a pas de complot. Quand vous allez lire mon livre, vous allez comprendre, parce que je vous donne la réponse. Et la suivante, elle est douloureuse. Surtout quand on est à droite. Ce sont les grandes firmes post-nationales qui, en fait, font pression sur tous les gouvernements, en France comme ailleurs. Pour faire quoi? Pour remplacer, je cite, la main-d'œuvre autochtone qui est trop chère par une main-d'œuvre immigrée qui, elle, ne demande rien, sauf à être payée avec un lance-pierre. Et c'est la raison pour laquelle ce plan c'est la théorie de Zemmour, c'est-à-dire en gros l'immigration, le MEDEF est responsable. C'est la théorie de Zemmour, le MEDEF est responsable. Il n'y a pas très longtemps, monsieur, je parle pas du MEDEF, non, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je parle des firmes post-nationales. Attention, je parle pas. C'est-à-dire des anciens grands champions monopolistiques que étaient, je sais pas, EDF, etc., qui sont devenus privatisés. Bien sûr, toutes les grandes entreprises qui n'ont plus de lien, qui n'ont plus d'enracinement, qui n'ont plus de lien avec la nation. Alors évidemment, l'ONU, c'est Google, c'est Microsoft, c'est Goldman Sachs, etc. Mais il y a aussi des entreprises françaises. Laurence Parisot a dit ça récemment, pas longtemps, ici à ce micro. Elle a dit, c'est la mondialisation. En fait, la mondialisation heureuse. Le concept inventé par Alain Min, qui est au service du grand patronat, la mondialisation heureuse, qui est la sœur siamoise de l'identité heureuse, elle consiste à aller chercher de la main-d'œuvre pas chère pour remplacer la main-d'œuvre trop chère chez nous. Mais Philippe de Villiers, ça c'était les années Giscard. Ça c'était les années Giscard. Aujourd'hui, on voit plus comme dans les années 70 et 80 des contingents de bus, de trains qui viennent chercher travailler en France. Il y a effectivement le phénomène des migrants qui est un
un autre problème. Mais on ne voit plus aujourd'hui des grandes boîtes comme, je sais pas, Engie, ancien Suez Gaz de France, qui dit il nous faut 3000 Algériens qui soient à l'embauche lundi à 8h. C'est fini. C'était les années 80. C'était l'époque où il y avait des bidonvilles à Nanterre et où on faisait venir ces gens sans leurs épouses à l'époque et sans leur famille. Mais ça, c'est fini, ça. Voilà, c'est plus le grand capital qui fait venir les immigrés. C'est aujourd'hui l'embrasement sur le continent africain, l'embrasement social, la guerre, les réfugiés climatiques également. C'est ça maintenant l'émigration. Philippe de Villiers. On va prendre des chiffres, si vous voulez. Vous savez combien il y a de migrants légaux qui entrent chaque année en France? 200 000. C'est un chiffre officiel. On considère qu'il y a au moins 100 000 migrants illégaux. Bon. Et dans quelle situation est-on? Regardez le ministre de l'Intérieur, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de répartir la jungle de Calais. Et on voit bien partout que le visage de la France change. Et donc, en réalité, nos hommes politiques, c'est pour ça que je dis qu'ils ont du sang sur les mains. Parce qu'ils sont responsables des attentats. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont abattu les frontières. Ils auraient pu les restaurer après Charlie Hebdo. Ils l'ont pas fait. Et on a eu des réfugiés infiltrés par les terroristes au Stade de France, des soi-disant Syriens. Deuxièmement, plus grave encore, en 40 ans, ils ont installé au cœur de la nation, de notre nation, une super nation qu'est la nation islamique, l'Oumma. Et troisièmement, ils ont installé dans nos banlieues, dans ce qu'on appelle les zones sensibles, ce que une socialiste qui s'appelle Céline Pina, une conseillère régionale très courageuse, et ce que Malek Bouti ont appelé la mosquée contre les voix, c'est-à-dire le clientélisme communautaire. Mais c'est pas français. Ce que vous décrivez, ça affecte la Belgique et j'imagine des tas de démocraties européennes dans les mêmes. Ah non, mais donc c'est pas la classe politique française qui est responsable. Si je suis votre raisonnement, c'est l'Europe et c'est le monde occidental. C'est le monde occidental qui a évolué dans ce sens-là. C'est en fait le monde occidental qui perd son identité, qui perd ses racines, qui a, comment on dirait, attrapé une maladie terrible, qui est une maladie mortelle. C'est la honte, en fait. Et vous savez ce qui me frappe le plus, je vais ajouter un mot. C'est que, en fait, vous pouvez pas me dire aujourd'hui ce que vous venez de me dire. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a les confidences de monsieur Hollande. François Hollande vient de déclarer: oui, il y a un problème d'immigration. Dans son bouquin Davé et l'homme, au journaliste Ensuite, du Monde. Oui, il y a un problème d'islam. Oui, le voile est un asservissement. Mais surtout, il a lu le même rapport que moi, que je publie dans mon livre, sur le futur édit de Nantes. Alors on va en parler dans une seconde. Attendez. Il dit la chose suivante, c'est court. C'est Hollande. Il dit ceci: comment peut-on éviter la partition? Car c'est quand même ça qui est en train de se produire, la partition. C'est terrible. Phrase de François Hollande. Mesdames, messieurs, il est 13h26. C'est Philippe de Villiers que vous écoutez. Il publie Les cloches sonneront-elles encore demain chez Albin Michel. On va parler dans une seconde de l'édit de Nantes. On va parler également d'un phénomène assez étonnant, ce qui est le contournement par la droite de Marine Le Pen. Je suis en train c'est Jean-Marie Le Pen qui a observé ça, qu'il y a un certain nombre de personnes dans l'équation politique française qui sont en train de se droitiser au-delà même de Marine Le Pen qui, elle, semble se recentrer. Voilà, on va parler de tout ça. On prendra dans une seconde Karim qui m'appelle de Lyon, qui a 43 ans, il a fait le 32-16. Mais tout de suite, on va voir Fanny, bien sûr, parce que vous votez. Il est 13h27, vous votez sur cette idée. Est-ce que le fait économique et le chômage sont prioritaires ou pas sur le sujet du livre de Villiers? Fanny. Vous votez par SMS en envoyant oui ou non au 61071 sur rmc.fr aussi. Première tendance, c'est très serré. Je peux même vous dire que la tendance vient juste de s'inverser. Pour l'instant, vous êtes 51% à nous dire pas d'accord. Pas d'accord avec moi, c'est-à-dire à penser comme Philippe de Villiers que l'islam est le premier problème. Le premier problème des Français avant le chômage. Mesdames, messieurs, je n'ai pas fini de me battre. À tout de suite. 13h, 15h, Radio Brunet prend le contrôle d'RMC. RMC, Radio Brunet, Éric Brunet.
Vous écoutez Radio Brunet, mesdames, messieurs, vous avez raison, il est 13h31. Mon invité s'appelle Philippe de Villiers, il publie un livre chez Albin Michel. Les cloches sonneront-elles encore demain? Et vous votez, Fanny, autour d'une idée très simple. Est-ce que pour vous, la question de l'islam et de l'identité française est plus importante dans votre quotidien, dans votre réflexion, que celle du chômage et que celle du délitement économique? Et tout à l'heure, c'était 51% pensent que, effectivement, l'identité est plus importante. Tout à fait, et c'est même passé à 52%, mais 52%. Vous continuez de voter sur rmc.fr, sur Facebook, la page de Radio Brunet. Et sur mon compte Twitter, @Éric Brunet. Rémi Barré, je vais rééquilibrer avec un sondage IFOP qui a été réalisé tout récemment, ce mois-ci. La place de l'islam en France n'arrive qu'en 5e place parmi les sujets principaux qui déterminent le vote des électeurs, 20%, loin derrière la lutte contre le chômage, donc les électeurs dans la perspective de 2017. Et juste un autre chiffre, d'après une enquête donc sur la place accordée à l'islam dans le débat public, eh bien 56% des Français affirment que les hommes politiques parlent trop de l'islam. Alors, Philippe de Villiers, j'ai plein de questions, il faut que vous répondiez brièvement. La classe politique achetée dans votre livre, on lit ça, achetée par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, c'est pas un fantasme. Bon, c'est vrai, ils payent, ils financent, ils achètent des trucs, ils achètent le PSG. Pour autant, est-on acheté lorsqu'on est financé, lorsqu'on est sponsorisé, Philippe de Villiers? Si vous voulez, là-bas, ils nous tiennent, chez nous, ils nous tiennent. Là-bas, c'est la grande dimitude, ils nous tiennent parce que on leur vend des armes, on leur achète du pétrole, et nous sommes devenus les esclaves de nos clients, et donc ils nous demandent de faire leur politique étrangère. Pourquoi sommes-nous les esclaves? Mais nous sommes les esclaves de nos clients, je le regrette. Je parle de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Si je vous vends ma voiture, mon très beau Volkswagen Tiguan diesel, j'aurai une relation commerciale avec vous, mais pour autant vous ne serez pas mon esclave. Pour moi, il est imprudent d'avoir des relations privilégiées, voire une allégeance avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, quand on sait, Éric Brunet, et là je vais vous faire changer d'avis, et vous faire pâlir même, quand on sait que, en réalité, dans nos banlieues, dans nos zones sensibles, partout où est l'islam gagné par les frères musulmans et les salafistes, qui sont dans une compétition les uns avec les autres, c'est l'Arabie Saoudite qui a installé chez nous les salafistes, qui les finance, qui les contrôle, et c'est le Qatar qui a installé chez nous et qui finance et contrôle les frères musulmans. Quand on sait qu'aujourd'hui l'islam en France est dominé par ces deux courants, qui sont des courants wahhabites, au sens d'un islam vécu dans son intégralité, tout près d'une lecture littérale du Coran, alors c'est une folie de la part de la classe politique d'obéir à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Et je vous apporte une preuve, c'est Eutelsat. Eutelsat, le satellite. Eh bien, le patriarche Sako et l'évêque de Mossoul ont écrit une lettre au président de la République et au président directeur général de Telsat, qui est un satellite français, qui s'appelle Michel de Rosen, pour se plaindre du fait suivant: c'est la France, c'est le satellite français, qui transporte le signal de 6 chaînes salafistes qui sont nommées et décrites dans la lettre que je tiens à votre disposition. Ça c'est intéressant, ça. Je l'ignorais. Ça c'est intéressant. Alors, donc Eutelsat, satellite français, diffuse 6 chaînes salafistes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est la non-réponse des autorités françaises. Moi, on m'a fait comprendre, vous comprenez, il y a la raison d'État. Mais quand M. Netanyahou a demandé qu'une chaîne israélienne ne soit plus transmise, dans le quart d'heure, ça a été fait. Quand le président de l'Égypte a demandé pour une chaîne égyptienne, ça a été fait dans la demi-heure. Et là, il y a 2 jours, M. Erdogan, le président de la Turquie, le grand sultan, a demandé qu'une chaîne kurde qui s'appelle Medjanouche soit retirée du satellite Eutelsat. Ça a été fait dans les 10 minutes. En d'autres termes, quand il s'agit des chrétiens d'Orient, on n'écoute pas. On n'écoute pas. Il y a des pressions des Qataris, vous croyez? Des pressions des Saoudiens? C'est l'Arabie Saoudite et le Qatar qui ont dit à la France: on ne touche pas au satellite Eutelsat pour les chaînes islamistes, parce que en réalité, entre l'islamisme et l'islam, Éric Brunet, il y a une différence non pas de nature, mais de degré.
Alors, Philippe de Villiers, si vous répondez comme ça longuement, je pourrais pas vous poser mes 50 questions. Donc, soyez plus bref, parce que j'en ai plein d'autres. Mais j'aimerais tout de suite, parce que c'est le principe de Radio Brunet, qu'on prenne ceux qui m'appellent. On va commencer par Karim, qui m'appelle de Lyon. Mon cher Karim, bonjour. Oui, bonjour. Donc je recadre, parce que c'est compliqué avec un de Villiers dans le studio. Je recadre, pour moi, la priorité des Français, en tout cas la mienne, c'est le chômage, le délitement économique, cette dette abyssale. C'est cette France qui est obligée d'emprunter de l'argent sur les marchés tous les mois, juste pour pouvoir réussir à payer ses fonctionnaires. Et ça me paraît être un sujet important et principal et primordial, peut-être plus important que celui de l'islamisation du pays, comme le dit De Villiers. Karim, vous en pensez quoi? Eh ben, je suis entièrement d'accord avec vous. Regardez les candidats qui sont passés sur TF1, vous en avez aucun qui nous a fait rêver avec une ambition de, de faire baisser le chômage. La seule chose qui les hante, c'est l'islam. On entend même un nouveau terme, c'est l'islam politique. Je savais pas qu'il y avait un islam politique. Tout est bon pour s'en prendre à l'islam et à la pratique des musulmans. Pour ce qui est des mosquées, il y a tellement de choses sur lesquelles je souhaiterais intervenir et apporter un là à ce que disait M. De Villiers. Mais ne serait-ce que pour les mosquées, je vous rappelle que dans les années 80, les musulmans priaient dans les caves. On a voulu les faire sortir des caves, on leur a dit maintenant, vous allez prier en surface et on va vous construire des mosquées. Maintenant qu'ils sont apparents, on dit, ah ben non, on les voit trop, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les remettre dans les caves pour plus qu'on les voit, il faut qu'ils prient en surface. Qu'est-ce qu'on va faire de... On les laisse même pas pratiquer leur culte librement. Ouais. Pour ce qui est des 6 chaînes qui viennent de citer, j'aimerais bien connaître les noms de ces chaînes, parce que si c'est des chaînes à thématique religieuse qui viennent de citer, elles sont seulement religieuses. Il n'y a rien de salafisme. Il faut savoir aussi qu'est-ce que le salafisme. Le salaf, ça veut dire celui qui veut se reporter à la foi. Donc, pratiquer librement son culte, c'est un droit en France. On peut pas, sous couvert de pseudo-salafisme, après les attentats immondes, on est tous d'accord qu'ils sont passés dessus, s'en prendre à tous les musulmans qui voudraient pas pratiquer tranquillement leur religion. Ce qu'il est actuellement en train de faire, M. De Villiers, c'est faire peur aux gens qui ont déjà peur. Les gens qui, qui ont foi en l'avenir, vont le laisser dans ce délire et dans sa psychose de Qataris et de Saoudiens. C'est aussi la grande mode de s'en prendre aux Saoudiens parce que eux soutiennent la Syrie libre. Si Monsieur Hollande était intervenu, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, après la ligne blanche, vous vous souvenez des attaques chimiques qu'il y a eu en Syrie, c'était la ligne blanche qui ne devait pas être franchie. On n'aurait pas eu de départ de djihadistes, on aurait eu l'armée française qui aurait intervenu pour stopper tous ces massacres. Cela dit, Karim, si j'étais De Villiers qui est à côté de moi, il y a un argument que j'aurais utilisé, c'est Mossoul. C'est-à-dire l'offensive actuelle sur Mossoul risque de précipiter sur les routes de l'Europe beaucoup de gens, y compris des gens qui sont en ce moment à Mossoul et qui sont pas très fréquentables, Karim. À Mossoul, il doit y avoir un pourcentage de mecs pas fréquentables. Comment? Non, mais vous savez à qui elle va être remise, Mossoul? Elle va être remise aux Kurdes, aux opposants chiites. Et tous les sunnites qui sont là-dedans, ils vont ramasser, pardonne-moi, ils vont ramasser plein leur gueule. Attendez-vous à ce qu'il y ait une épuration une fois que Mossoul sera libéré. Il va y avoir des morts et on s'en foutra. Et vous verrez. Parce que à qui elle sera remise, Mossoul? Posez-vous la question. Je voudrais qu'on écoute deux sons. D'abord, on va écouter Jean-Marie Le Pen. Alors, c'est très intéressant. Il parle de cet argument un petit peu qu'est l'islam politique, utilisé notamment beaucoup par les candidats à la primaire de droite. Et il observe qu'ils sont un peu sur les thèses de la famille Le Pen. Je pense que Sarkozy sait que l'opinion publique a évolué très largement en faveur des thèses nationales défendues depuis des années par le Front National, et il voudrait bien en prendre sa part, ce qui est logique dans un débat politique électoral. Bah ouais, Philippe de Villiers, Sarkozy, il est plus à droite dans son discours que Marine Le Pen, qui se recentre. Elle a même moi j'en ai eu dans cette émission beaucoup d'électeurs qui sont des Français musulmans, Marine Le Pen. Attendez, la question, elle est la suivante. On va pas tourner autour du pot. Est-ce que l'islam est compatible avec la civilisation française? Ma réponse est non. Pour 3 raisons. D'abord, parce que l'islam, c'est-à-dire les prescriptions coraniques et l'imitation du grand modèle, c'est-à-dire le prophète. L'islam, les prescriptions coraniques, c'est 1, le djihad. Le djihad, ça veut dire une seule humanité soumise à l'islam. Ça veut dire que tant que la France ne passe pas du dar el-harb au dar al-islam, c'est-à-dire à la demeure de l'islam,
il y aura la conquête, il y aura l'esprit de conquête. Vous vous promenez toujours avec votre Saint-Coran, il a son Saint-Coran relié peau, relié cuir, avec des petits post-it absolument partout. Oui, par exemple, je l'ouvre. De Villiers, spécialiste du Saint-Coran, verset 9, 111, ils tuent et ils se font tuer. C'est la définition des kamikazes. Bon, vous savez bien que dans la Bible, on trouve des trucs qui sont pas toujours très... Alors, dans le Nouveau Testament, je suis pas expert, en même temps. Moi, je suis expert. Le Nouveau Testament, c'est heureux les doux. Le sermon sur la montagne, il n'y a pas une parole de violence. Et quand il y a une violence qui vient du christianisme, c'est en dépit des Écritures et non pas en vertu. Attendez, je voudrais terminer. Sourate Al-Isra, le Coran ne détruisait point la vie que Dieu a rendue sacrée. Le Coran ne détruisait point la vie que Dieu a rendue sacrée. Vous savez très bien que dans les textes saints, qui sont des textes ancestraux, il y a tout et son contraire. Non, attendez. Même dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Vous citez un verset que je connais bien, qui date d'avant Médine. Et les versets de Médine, qui sont sur le mode du combat, effacent et périment les versets d'avant Médine. Or, malheureusement, les versets pacifiques sont d'avant Médine, les versets guerriers sont d'après Médine. J'ai pas fini. J'ai dit le djihad, premier élément incompatible. Le djihad, la conquête, la guerre. Deuxièmement, la charia. La charia, ça veut dire que la loi islamique est supérieure aux lois de la République. Ça veut dire, par exemple, que nous, en France, on serre la main des femmes. On ne les frappe pas. On ne les oblige pas à porter de voile. On ne porte pas de tenue islamique du 7e siècle. On n'égorge pas les animaux sans les étourdir. Philippe, moi je vais enfin, je termine par une chose très importante que personne ne sait. C'est l'Oumma. Vous savez ce que c'est l'Oumma? La communauté des musulmans? Oui, c'est la communauté des musulmans. La fraternité ne s'exerce que dans l'Oumma. L'Oumma, c'est la nation islamique. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule nation, une seule vraie nation pour les musulmans, c'est l'Oumma. C'est pour ça que je suis très choqué par la découverte que j'ai faite que Madame Najat Belkacem ait été nommée membre du Conseil de la communauté marocaine le 21 décembre 2007 dans un daïr qui dit bien que les membres de cette communauté marocaine doivent faire rayonner l'identité au sens culturel et religieux et la langue arabe à l'extérieur. Ça veut dire qu'en fait, Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui est censée veiller à ce que les enfants de France apprennent notre histoire, notre langue, nos humanités, notre art de vivre, eh bien en fait elle est dans une position délicate qui sur le plan déontologique est choquante. Philippe, le Maroc, on parle du Maroc, nos amis, le roi, Marrakech. Vous avez vu les élections? Et j'en profite pour vous dire que... Vous avez vu j'en profite pour... Oui, j'ai vu. J'en profite pour vous dire que... Un gouvernement islamiste. J'ai vu, mais qui était déjà au pouvoir, qui est extrêmement modéré. Moi je vais chaque hiver, une petite semaine au Sénégal, depuis 10 ans, 12 ans, pays musulman, le Sénégal, hein. La charia est appliquée aux musulmans. Je peux vous dire que c'est un pays entre le texte religieux, le Coran, et la pratique au quotidien du fait religieux dans des pays musulmans. Il y a quand même, de la même façon que le texte de l'Ancien Testament et la vie d'un chrétien à Paris. Moi je vous dis, et je prends date, j'avais écrit les mosquées de Roissy, on ne m'a pas écouté. Là, c'est rendu beaucoup plus loin. Il y a 225 mosquées salafistes en France aujourd'hui, et on ne les ferme pas. Je vous dis, je prends date, quand vous mettez face à face deux civilisations, quelle que soit leur qualité respective, sur le même territoire, un jour, ça se termine mal. Vous avez en France aujourd'hui des parcelles de plus en plus nombreuses, avec des populations de plus en plus nombreuses et de plus en plus jeunes, qui sont... Je cite l'Institut Montaigne, en train de faire sécession. C'est-à-dire que vous avez... Ça, c'est indéniable. Vous avez des morceaux de France... C'est sûr. Avec un islam conquérant, et c'est la raison pour laquelle... Mais je voudrais pas faire mon socialiste, mais est-ce que c'est pas autant social que religieux? Est-ce que c'est pas une sécession sociale, je dirais même sociologique? On a cru ça. J'ai l'impression d'être député socialiste quand je vous dis ça, mais un peu quand même, non? Oui, on voit dans votre regard que vous n'êtes pas convaincu d'ailleurs. Et laissez-moi vous dire que la motivation de l'islam, elle est d'ordre politico-religieux. Elle n'est pas simplement d'ordre religieux. Et je vais vous dire pourquoi il y a un problème dans l'islam. Attendez, je vais vous dire pourquoi. C'est l'essentiel de ce dialogue que nous avons ensemble. L'islam
n'est pas qu'une religion. L'islam est un système politico-religieux. C'est-à-dire une religion, c'est-à-dire une loi, une société, une civilisation. Philippe, et si vous vous trompiez dans ce grand balancier, qui est le balancier des opinions dans le monde, c'est-à-dire des mouvements de population, des mouvements, des grandes évolutions. Et si ce retour aux faits religieux était une mode conjoncturelle qui allait passer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, s'atténuer, si un islam des Lumières, plus nuancé, amendé, plus moderne voyait le jour. Et si finalement ces millions de musulmans qui sont en France, eh bien, devenaient des citoyens comme les Italiens le sont devenus. C'est une possibilité que vous n'explorez même pas. Alors j'ai compris votre question, j'y réponds. Premièrement, vous oubliez les attentats. C'est incroyable d'ailleurs en France, la société médiatique. On a oublié les attentats, donc tout va bien. La France a plaisé. Ils sont perpétrés par des timbrés. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que en fait, le Coran n'est pas réformable. Vous voyez, on pourrait imaginer la même chose des Lumières. On pensait la même chose des textes chrétiens et catholiques avant Vatican II. Non. Il y a une grande différence entre le christianisme et l'islam, c'est que dans l'islam, il faut respecter ça. Mais c'est ainsi. Il y a la parole incréée. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que Allah a parlé une fois pour toutes. Et c'est la loi de l'islam. C'est une législation d'origine divine. Il a parlé une fois pour toutes et donc ça n'est pas adaptable, ça n'est pas réformable. Et quand vous voyez que 50 fois le mot tuer apparaît dans le Coran, eh bien, cette partie belliqueuse du Coran, vous pouvez pas la retirer du Coran. Et j'ajoute un mot. On n'est pas tous des historiens, mais quand même, on sait ce qui s'est passé dans notre histoire. On sait bien que depuis 1500 ans, depuis le prophète du XVIIe siècle, on s'est aussi entretué avec les protestants. On s'est entretué avec des protestants. Oui, mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques siècles seulement, la seule présence d'un protestant à moins de 2 mètres donnait envie à un catholique de sortir sa dague et de le trucider. Il y a eu les dés de Nantes. Et vous voyez qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui entre les protestants. J'ai une question à vous poser qui est très sérieuse. Est-ce que Philippe, vous avez un ou des amis musulmans? Oui. Mais alors, elle est curieuse cette amitié parce que quand même vous êtes tellement dur. On a l'impression que vous incitez les Français à les redouter. Vous me posez une question. Oui, mais alors, sur quoi elle est fondée cette amitié? Alors, je vais aller plus loin que ça. Vous voyez, puisque au Puy du Fou, on reçoit 2 200 000 personnes. Et parmi eux, on reçoit des musulmans, évidemment. Voilà. Et je suis touché par leur réaction. Qui est toujours une réaction positive. Parce que le Puy du Fou, c'est l'histoire de France. Et j'en arrive à un point extrêmement important que je voudrais vous dire. Je distingue l'islam et les musulmans. Pour l'islam, fermeté totale. Pas de construction de nouvelles mosquées, pas d'infiltration de pays étrangers. Il faut être ferme. On est chez nous, en France, on affirme la civilisation française. En revanche, les musulmans, il y a ceux qui n'aiment pas la France, qui nous crachent dessus. Ceux-là, il faudra qu'ils partent. Il y a ceux qui affichent un mépris matiné de nostalgie. S'ils sont mal à l'aise chez nous, ils repartiront comme les Italiens, comme les 2 tiers des Italiens, les 2 tiers des Polonais avant-guerre. Mais il y a ceux qui, en fait, rêveraient de devenir des Français de désir à côté des Français de souche, qui rêveraient de nous ressembler. Encore faut-il leur faire connaître la France. Et c'est la raison pour laquelle je dis... On les convertit ceux-là ou ils peuvent rester musulmans dans votre... Écoutez, laissez-moi aller jusqu'au bout, sans être caricatural. La nation, c'est un lien amoureux. Il faut refaire un peuple amoureux. Et donc, j'imagine, il faudrait qu'on invente un nouveau roman national qui soit un roman d'amour en passant par la façade de l'esthétique, par la façade du beau, pour que chaque petit Français de souche ou de désir puisse partir demain dans la vie avec un bagage imaginaire qui habille ses rêves. Merci Philippe de Villiers. Les cloches sonneront-elles encore demain? C'est chez Albin Michel. Fanny, voici venue l'heure de nous donner le résultat du Brunet-Métrie. Tout à fait, je le rappelle. Pour toi Eric, le premier problème en France, c'est le chômage, pas l'islam. Vous avez été nombreux à voter, ce fut très serré. Et finalement, c'est pas d'accord à 53%. Voilà. Philippe de Villiers, vous avez donc gagné ce match d'opinion 53-47.